Bonjour à vous. Après quelques déboires, je me dois de faire une petite introduction avant de commencer cette vidéo. Effectivement, j'ai eu quelques litiges dernièrement avec mon matériel, notamment avec ma caméra que j'ai fait tomber et écraser avec un motoculteur. Ce qui veut dire que j'ai dû tourner cette vidéo que vous allez voir avec une autre caméra, auquel je n'ai pas exactement les mêmes réglages. En plus de ça, il y avait énormément de vent et je n'ai que visualisé les images très longtemps après avoir vendu la moto en question. Je me suis donc rendu compte qu'il y avait énormément de vent, que le son était très médiocre et malheureusement je n'ai absolument pas les moyens aujourd'hui de retourner les images, de revenir en arrière. En tout cas, j'espère quand même que vous allez apprécier la vidéo qui sera effectivement de moins bonne qualité cette fois-ci, j'en suis une fois de plus vraiment désolé. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et bien ma foi, bonne vidéo. A bientôt. Salut à tous, c'est les Fous des Pistons. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro Découverte. Aujourd'hui, je vais vous parler de la marque Terreau. Mais pas de l'histoire par son commencement comme j'ai déjà eu l'habitude de faire dans d'autres de mes vidéos. Non, aujourd'hui avec Terreau, je vais vous parler de la fin de l'histoire. Et oui, car une question que beaucoup se posent, c'est comment une des plus célèbres marques de motos françaises comme Terreau a dû ainsi tirer sa révérence à la fin des années 50. Et puis je vous parlerai enfin de cette 250 OSSD de chez Terreau, qui est un des modèles de la marque qui traversa donc cette période décisive. Bien, maintenant revenons brièvement en arrière et remettons les choses un petit peu dans leur contexte. Dès le début des années 1920, Terreau est devenu un grand fabricant de motos, qui prend même en 1928 la tête du classement des constructeurs français de deux roues. Terreau produit des machines de très grande renommée, fiables, innovantes, et pour la plupart des modèles de fabrication entièrement maison et de toutes sortes de cylindrées. Ensuite, en 1929, il y aura le crash boursier qui va mettre l'entreprise petit à petit au bord du gouffre. Puis, en 1936, la grosse flambée des prix qui va aussi faire diminuer considérablement la production. En 1939, l'effort de guerre permet alors de relancer la production, mais stoppé net en 1940 par l'occupation des Allemands dans l'usine Terreau à Dijon. Un peu plus tard, en 1941, le brillant ingénieur Edmond Padovani met au point un prototype de 100 cm3 qui servira de base à la future Terreau 125 ETD. La fameuse ETD qui aura été de cesse améliorée et transformée au fil des années, et ce sera clairement la moto qui tiendra Terreau en vie tout le long des années 50. En fait, le gros souci survient après la Seconde Guerre mondiale. En 1947, Alfred Furquillo, alors PDG de Terreau, décède et son siège va droit à son gendre Samuel Renault. Et donc ce nouveau PDG, Samuel Renault, s'avère être en fait un homme assez mal conseillé et plutôt têtu. Le climat se dégrade et Georges Grenier de la Tour, ex-PDG écarté du conseil d'administration en faveur de Samuel Renault, décide de quitter Terreau en profit de Motomécane. Le brillant Edmond Padovani perd alors son principal soutien et se fait mettre rapidement de côté par la direction. Et sans le génie et l'audace de ce brillant ingénieur, malheureusement, les futurs choix à prendre pour Terreau vont très souvent être les mauvais. Bien voilà, maintenant on se retrouve au début des années 50. Terreau essaye de remoderniser un petit peu son image, de redorer sa marque. Toujours au catalogue bien sûr la Terreau 125 ETD, conçue par Edmond Padovani. Mais on essaie de développer aussi deux, trois petites choses. On a d'un côté la cyclorette et on a aussi le scooter, le VMS. Un scooter chez Terreau ? Oui, vers 1949, le jeune public commence à se détourner de la vieille moto de papa pour convoiter un engin carrossé avec des petits trous comme les Vespa ou les Lambretta dont la présence sur le marché commence à devenir de plus en plus populaire. La riposte des constructeurs français se dessine tardivement vers 1950-1951, mais Terreau est le seul qui envisage la production en très grande série d'un scooter. Le problème, c'est que ce dernier est assez mal conçu. Animé par un petit moteur asthmatique de 98 cm3, il peine à délivrer tout juste la puissance de 2,6 chevaux et dispose d'une boîte de vitesse à 2 rapports, dont le passage se fait au niveau des talons. Le scooter VMS manque tellement de puissance que les essayeurs de chez Motorevue refusent de faire des tests avec un passager. Bref, tous ces défauts entachera salement la réputation de Terreau et la diffusion de ses scooters. Seulement à côté de ça, Terreau est tellement enfiévré par le développement de son scooter qu'il ne regarde même pas le succès grandissant du vélo Solex et la fameuse mobilette, la Mob de chez Motomécane. Et c'est donc très tardivement, seulement au cours de 1952, que l'on décide alors de pondre un prototype de cyclomoteur complètement bâclé, et c'est ainsi que naquit la cyclorette. L'échec prévisible constituera un tel handicap de réputation pour Terreau
que la marque dijonnaise ne réussira jamais sa percée sur le marché des moins de 50 cm3, autrement dit, le plus porteur qu'on ait jamais connu, et qui aurait été très clairement le seul, pourtant, à permettre la survie de la marque. Voilà, donc en conclusion, dans les petites et moyennes cylindrées, on remarque qu'il n'y a pas grand chose de très honorable chez Terreau. Dans les grosses cylindrées d'ailleurs, on peut aussi se faire quelques petites réflexions. D'abord, la Terreau 350 HCTL. Elle est complètement dépassée, elle est encore équipée d'un moteur à soupape latérale et d'une boîte séparée. Je ne parle même pas de l'absence de suspension arrière, qui est complètement rigide, et la béquille, qui rappelle clairement les motos des années 20. Ensuite, on prend la 500 RGST, qui semble à peine moins vieillotte, mais quand même issue de la lignée des RSS et RGSE qui datent d'avant 1939. Elle ne parvient pas non plus à donner une impulsion de renouveau au catalogue. Terreau décide donc de réagir et créer la 250 OSSD. Bon alors par contre, faut pas se leurrer, même si c'est un tout nouveau modèle, elle est quand même vachement étudiée à l'économique. Bon, le voile ressemble beaucoup à la 125 ETD, mais c'est normal puisqu'on lui a emprunté sa fourche et une partie de son bas moteur. Heureusement, l'année suivante, la fourche sera celle de la 350 HCTL, donc là encore, rien de très nouveau, mais c'est quand même beaucoup plus adapté à son gabarit. À l'arrière, en revanche, c'est quand même un petit peu plus moderne. On observe ici un carter chaîne étanche, et là derrière, une suspension oscillante d'abord amortie avec des blocs de caoutchouc, puis finalement hydraulique, comme sur cette version. Le côté plutôt original, c'est cette grille de carburateur qui prolonge parfaitement le cylindre et qui donne un look très atypique à la moto. Le moteur est donc un monocylindre 4 temps de 250 cm3 et il développe 11 chevaux à 5500 tours minute, ce qui est juste honorable mais quand même assez moyen. Le graissage se fait sous pression, mais contrairement aux autres Terreau, le réservoir d'huile se situe à même dans le carter moteur, là en dessous, et non plus en hauteur séparée sous la selle. On a une boîte 4 rapports, passage au pied assez moderne, et la moto est capable de monter à 110 km/h. Bon, après tout ce qui s'est passé, les choses commencent vraiment à sentir très mauvais pour Terreau. Si bien qu'en 1955, le conseil d'administration décide de virer Samuel Renaud de son poste de PDG et de le faire remplacer par un jeune homme très dynamique du nom de Michel Dossier. Et sa première bonne décision sera de redonner carte blanche à Edmond Padovani et de lui redonner toutes ses responsabilités pour qu'il tente à nouveau de relancer l'image de la marque. Mais malgré la sortie de plusieurs nouveaux modèles, tels que les Terreau Fleuron, les Tournois, puis par la suite les Terreau Ténor, les Terreau Rallye, pourtant parfaitement dans l'air du temps avec des caractéristiques techniques très intéressantes, le mal était déjà fait depuis longtemps. Et Terreau est alors racheté en 1958 par Indénor, qui n'est autre qu'une filiale de Peugeot. Et oui, Peugeot, une fois de plus. Le lion affamé finit donc par dévorer tout sur son passage. La fameuse usine de Dijon a été encore occupée par plusieurs repreneurs jusqu'en 2011, puis laissée à l'abandon jusqu'en 2021 où elle fut totalement rasée. Heureusement, subsiste à ce jour encore la façade classée au titre des monuments historiques, témoignage intemporel d'une époque industrielle révolue.
française créée par Joseph Chapollard. J'espère que vous allez vous abonner, vous allez liker, vous allez commenter et que vous allez continuer à me suivre sur la chaîne Les Fous des Pistons. Ne ratez rien aux prochaines vidéos. Je vous revois très vite dans un nouvel épisode de Rétro Découverte. A très bientôt.